va tout de suite rentrer les pieds dans le plat avec une actu, disons, un petit peu croustillante ou du moins très importante. Notamment, on voulait aborder ce soir en premier les soubresauts économiques de la Chine, avec notamment les spéculations autour de la bulle immobilière Evergrande. Et aujourd'hui, en fait, la question qui se pose, et qui je pense est importante d'éclairer, c'est finalement la fragilité, les premiers signes de fragilité de l'économie chinoise. Dans un temps où l'économie mondiale est déjà fragilisée, qu'est-ce qui attend finalement cette économie mondiale si la locomotive de cette économie, c'est-à-dire la Chine, de ces dernières années, se met finalement à dérailler? Sur la Chine, effectivement, on a les premiers soubresauts, mais il ne faut pas enterrer les Chinois trop vite. Ils ont eu habituellement 7% de croissance, et là, ils ont moins de 3% de croissance prévue pour l'année 2022, ce qui est historique. On ne l'a pas vu depuis 1992 et la grande dévaluation qui a permis à la Chine de devenir petit à petit l'usine du monde et d'écraser toute l'Asie. Donc, le premier facteur qui crée ce problème, c'est la politique zéro Covid et le confinement qui ont cassé la croissance cette année. Pourquoi? Je ne vais pas vous dire pourquoi il faut une politique zéro Covid. Je trouve ça totalement irrationnel et j'ai aucune idée sur la cause. Il y a quelques idées farfelues, mais j'ai aucune idée. Je ne comprends pas ce qu'ils font, quoi. Mais en tout cas, ça abîme profondément leur économie. Le deuxième facteur, c'est la démographie, parce que ça commence à peser en Chine. Il faut voir que le taux de natalité est maintenant très faible. On a 10 millions de naissances cette année. On avait 16 millions de naissances il y a 10 ans. Vous voyez une espèce d'effondrement démographique qui dure depuis longtemps. Et la population en âge de travailler, les statistiques chinoises ne sont pas très claires, mais elle aurait baissé de 50 millions en une dizaine d'années. Et la population en âge de travailler devrait baisser de 30% d'ici 2050. Donc, on a vraiment de vrais problèmes qui attendent la Chine là-dessus. C'est absolument gravissime et fondamental. Troisième facteur dont vous avez parlé, Joseph, c'est la bulle immobilière, effectivement. En fait, la Chine s'est développée par l'industrialisation en devenant l'usine du monde, mais depuis 10 ans, par une bulle immobilière aussi, parce que devenir l'usine du monde ne suffisait pas. L'immobilier pèserait 30% du PIB en Chine. Et là, on a des craquements avec Evergrande, une boîte de 200 000 personnes, 300 milliards de chiffre d'affaires, qui est en train plus ou moins de se restructurer depuis un an, en train de craquer. Beaucoup de problèmes immobiliers, donc un essoufflement, voire un effondrement immobilier, ce qui serait embêtant pour la Chine. Dernière chose, la Chine, c'est un pays à revenu intermédiaire, donc c'est difficile, 10 000 $ par habitant, donc le quart des pays riches, à peu près l'équivalent du Mexique, et c'est dur de rejoindre les pays riches. C'est une période pas facile à passer. Cependant, elle a des points forts avec l'industrie, elle a un excédent commercial de 675 milliards de $, 400 milliards de $ avec les États-Unis. C'est aussi un point faible puisqu'elle dépend de l'étranger et qu'il y a une contre-attaque américaine, notamment contre l'industrie des puces chinoises, par exemple, où l'Amérique a décidé d'enlever les passeports américains à tout Américain qui resterait en Chine dans un poste stratégique sur les puces. Et puis, il y a aussi des empêchements d'exporter pour les producteurs d'équipements, de puces, des empêchements pour les Chinois d'acheter des puces américaines de haute technologie. Donc, on voit qu'ils essayent de faire le coup de Huawei. Ils avaient fait baisser le chiffre d'affaires de Huawei de 30%. Et dernier problème qui est le plus important, je pense qu'on n'y pense pas assez, c'est le problème démographique avec un espèce d'effondrement démographique en Chine, mais aussi finalement dans l'Asie en général. Est-ce que M. Gallois, merci Philippe, est-ce que M. Gallois, vous voulez peut-être rajouter ou rebondir sur les propos? Alors, il a dit beaucoup de choses que j'avais en tête, évidemment, et je souscris à ce qui a été dit. Et peut-être que pour la politique du zéro Covid, plus que de la rationalité, il y a peut-être la volonté d'asseoir encore plus le contrôle social et de contrôle des populations. Ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Les impasses, quelque part, ou les grands défis que la Chine doit relever, notamment le plus grand, je suis d'accord, va être celui démographique, parce que au bout d'un moment, si votre population en âge de travailler diminue, théoriquement, c'est difficile de maintenir le PIB, c'est difficile surtout d'amener une croissance supplémentaire. En revanche, je suis plus optimiste peut-être pour la Chine que l'Europe qui est en train de se suicider. Je pense, on y reviendra certainement après, que du fait des décisions de politique économique, du fait des sanctions contre la Russie et d'une manière générale du fait de la politique énergétique complètement aberrante en fait que prend
les pays de l'Union européenne. L'Europe est en train de se suicider et les deux grands gagnants, ça va être les États-Unis et la Chine. Vous savez très bien qu'au niveau industriel, on dit, et c'est encore plus vrai au niveau de l'industrie, on dit généralement que l'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est encore plus vrai pour l'industrie qui est très énergivore. Et vous savez que l'Europe, ou du moins une majorité des pays de l'Union européenne, s'est sabordée avec les sanctions russes, notamment vis-à-vis du gaz. On payait un gaz russe bon marché en euros, c'est ce qui a fait la prospérité de l'Allemagne, cette énergie bon marché, et en plus de ça, un contrôle salarial, rappelez-vous notamment des lois Hartz. Eh bien, l'Europe va être privée de tout ça. Et dans le même temps, la Chine a conclu avec la Russie des accords de gaz à des prix défiant toute concurrence. Les Chinois vont payer 15 centimes le mètre cube quand on paye 2,50 € en Europe maintenant en achetant du gaz liquéfié, notamment américain ou qatari et autres. Donc, c'est-à-dire que c'est un différentiel de coût et de compétitivité x 17. Quand vous avez, après ça, Bruno Le Maire qui est en train de vous parler de souveraineté européenne, de réindustrialiser, ou même Emmanuel Macron, mais en fait, ces gens-là sont absolument ridicules. Les deux grands facteurs de l'industrie, évidemment, il y a l'environnement industriel, économique, local, mais il y a le coût de l'énergie et le coût de la main-d'œuvre. Et quand vous voyez tel différentiel de coût de l'énergie, vous rajoutez à cela le différentiel de coût de la main-d'œuvre avec la Chine, mais il n'y aura pas de réindustrialisation dans ce cadre-là. Et donc l'Europe est en train de se suicider. Je pense que la Chine, avec des coûts maintenant énergétiques encore plus bas qu'ils ne l'étaient auparavant, va continuer de prospérer, de développer son industrie pendant que nous continuons malheureusement notre suicide. Bon, ben merci, même si vous avez certainement un petit peu débordé du sujet chinois, mais ça permettra de faire la transition avec la deuxième rubrique, c'est-à-dire prendre un petit peu plus de recul et peut-être justement en venir à la situation européenne. Qu'est-ce que, selon vous, même si ça peut paraître une question un petit peu bateau, un petit peu trop large, peut expliquer, en plus des idées avancées par M. Gallois, disons la crise actuelle, notamment énergétique, à laquelle est confrontée l'Europe. Si peut-être Philippe, vous voulez intervenir. Ouais, c'est une double crise, vous avez raison, énergétique, mais aussi une crise d'inflation. Crise d'inflation qui avait débuté avant la guerre en Ukraine, avant les problèmes sur l'énergie, où les USA avaient 7,5% d'inflation en janvier 2022. Donc, c'est les conséquences déjà de cette première crise, c'était une baisse du pouvoir d'achat des salariés. Si vous avez 2% de hausse de salaire, 7,5% d'inflation, en fait, c'est comme si vous aviez une baisse des salaires de 5,5% avec une inflation nulle. Donc, une baisse du niveau de vie, une baisse de la consommation, une récession qui a déjà débuté aux États-Unis dès janvier 2022. Alors, la guerre en Ukraine, effectivement, ça provoque une crise énergétique, ça accélère l'inflation et ça fait en sorte que, avec l'Europe qui s'est sabordée, suicidée économiquement en se passant d'un tiers de ses approvisionnements, effectivement, d'énergie d'un coup, c'est du jamais vu, c'est une folie, eh bien, on a le pétrole qui a augmenté de 50%, le charbon qui a fait au moins x2 et le gaz x7. Donc, c'est une destruction énorme du pouvoir d'achat en Europe de 7%. On a 10% d'inflation dans la majorité des pays, 3% de hausse de salaire. Ça fait monter les taux d'intérêt en même temps. Donc, on va se retrouver avec une récession, une crise financière et potentiellement un crack financier. Et en deux mots, pour le problème de l'énergie, en fait, le problème, c'est vraiment le gaz qu'on va payer plus cher et qu'on aura du mal à retrouver puisqu'il faut 5 ans pour reconstruire les pipelines et même, ça va être très certainement des bateaux méthaniers et des terminales. Or, le gaz, c'est 20% de l'énergie européenne et c'est 20% de l'électricité européenne aussi. Donc, on va manquer de gaz cet hiver, à moins que l'hiver soit hyper doux comme aujourd'hui où personne ne se chauffe, ou alors qu'il y ait la paix qui soit retrouvée et que tout ça soit levé. On va manquer de gaz et aussi d'électricité. Et donc, la France qui a eu le problème avec le nucléaire de centrales fermées parce qu'on est incapable de maintenir correctement des centrales, eh bien, on va se retrouver avec l'impossibilité d'importer de l'électricité puisque l'électricité, les voisins ne voudront pas nous en vendre, ils n'en ont pas assez pour eux déjà. Donc, on a une pénurie générale. En gaz, on n'aurait pas dû avoir de problème en France puisqu'on n'a que 15% de gaz russe. Malheureusement, Macron a donné 10% du gaz de façon continue à l'Allemagne à partir de début octobre.
Il y a l'Union européenne aussi qui a décidé qu'il y aurait des solidarités, c'est-à-dire qu'il y a des pénuries de gaz dans d'autres pays, la France va devoir donner de son gaz. C'est celle qui aura le plus facilement du gaz. Donc, on va se retrouver avec des conséquences terribles, récession très forte, chaos économique possible et délocalisation, effectivement, je partage parfaitement avec Charles-Henri, délocalisation d'industrie vers la Chine et les États-Unis. Ça commence déjà avec BASF qui vient d'annoncer qu'il partait en Chine en partie pour certaines usines, des faillites de PME, donc une destruction de l'industrie, du niveau de vie en Europe et quelque chose d'assez terrible comme pour le paysage. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que peut-être, Monsieur Gallois, vous voulez rebondir, notamment en fait, bon, après avoir posé le constat, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Quelles sont les solutions? Est-ce qu'il faut se rabibocher avec Vladimir, mais ça me semble relativement compromis avec notre président? Ou est-ce que vous envisagez d'autres solutions, disons, plus pratiques? Il y a plusieurs dimensions là-dedans et ça a été dit. Il y a un point, je pense, sur lequel on n'insiste jamais assez parce que les politiques ont tendance à se défausser et à tout mettre sur le dos de la guerre en Ukraine. Mais l'inflation, si on enlève notamment la partie énergétique, avait commencé avant la guerre en Ukraine. Et pourquoi en fait il y a eu cette inflation? C'est parce qu'il y a eu aux États-Unis et dans les pays de la zone euro une création monétaire absolument complètement folle. Il faut bien vous rendre compte que le bilan de la BCE a fait du x4 en quelques années. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait tourner la planche à billets comme des dingues. Et il y en a certains, en fait, qui essayent de dire parfois que ce serait complètement décorrélé, en réalité, que cette création monétaire aurait peu d'impact dans l'économie réelle. Mais ça, c'est ne rien connaître aux réalités, ne rien connaître au marché financier. Parce que, évidemment, que l'inflation, déjà, ça ne se limite pas au prix à la consommation, c'est beaucoup plus large. L'inflation, dans un premier temps, a touché les actifs, ça a touché les marchés actions, ça a touché les marchés obligations, ça a touché l'immobilier. Et après, il y a évidemment aussi la spéculation, notamment sur les matières premières. Et ça a un impact concret que les gens voient dans leur portefeuille. Ça se matérialise comme ça. Donc, il y a une irresponsabilité complète de la Banque centrale européenne, mais on ne parle jamais en réalité de la politique monétaire de la BCE. On fait comme si ça n'existait pas. Mais en fait, la gestion de l'euro et la gestion de la politique monétaire a une responsabilité écrasante dans l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Et j'ajoute en plus que l'Union européenne, enfin du moins la zone euro, a fait beaucoup plus que les autres pays. C'est-à-dire que le bilan de la BCE, ça représente plus de 80% du PIB de la zone euro, alors qu'on n'est pas du tout à ces niveaux-là en Angleterre ou aux États-Unis, où on est plus aux alentours de 40%. Donc, c'est-à-dire que vraiment, la BCE a créé de la monnaie comme des dingues. Et pourquoi la BCE a créé plus de monnaie que les autres? Tout simplement, rappelez-vous, crise de l'euro, la BCE a créé de la monnaie comme des dingues pour sauver l'euro. Donc, c'est-à-dire que l'euro marche tellement mal, il y a tellement de déséquilibre et de, quelque part, de divergence entre les pays que la zone euro et la BCE ont dû aller encore plus fort dans la création monétaire pour essayer de faire baisser notamment les taux des dettes souveraines et pour essayer de sauver l'euro. Donc, on paye en fait le prix du sauvetage de l'euro aussi dans cette inflation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire à court terme sur, on va dire, les deux grands défis? Parce qu'il y a trois crises qui s'ajoutent les unes aux autres. Il y a la crise énergétique, il y a la crise économique et il y a la crise financière dans laquelle on va arriver très bientôt. Pour la crise énergétique, il y a une dimension court terme et une dimension moyen-long terme. La dimension court terme, il n'y a pas 150 000 solutions, il y en a deux qu'il faudrait prendre de façon urgente. Quand je dis de façon urgente, c'est du jour au lendemain si on avait des dirigeants qui étaient responsables. Donc, on en est loin. La première, c'est en ce qui concerne l'électricité, le coût de l'électricité. La France devrait sortir du marché de l'UE de l'électricité parce qu'il y a non seulement la dimension pénurie, mais il y a la dimension du prix. Et vous savez que le marché de l'Union européenne de l'électricité est complètement aberrant. Ils avaient fait ça pour satisfaire les Allemands, c'est-à-dire que pour schématiser, même si le calcul est un peu plus complexe, vous avez le prix de l'électricité qui est indexé sur celui du gaz. Et les Allemands voulaient notamment ça pour ne pas que les Français aient un avantage comparatif avec le nucléaire et une énergie bon marché. Donc, encore une fois, la France a fait les pigeons de l'UE. Au nom de l'UE, on sacrifie tous les intérêts de la France. Eh bien, il faudrait sortir unilatéralement de ce marché de l'Union européenne de l'électricité. D'ailleurs, l'Espagne et le Portugal l'ont fait, même si c'est de façon temporaire. Et en fait, on voit Emmanuel Macron est même soutenu par le MEDEF complètement irresponsable qui dit qu'il faudrait une négociation au niveau de l'Union européenne, sauf que, comme d'habitude, personne n'est d'accord sur rien. Et en attendant, vous allez avoir des industriels et des industries, des PME, des TPE qui vont mourir et qui vont délocaliser. Quand on parle de désindustrialisation, c'est une catastrophe parce que pour un emploi industriel, vous avez
3 à 4 emplois de service qui sont liés. Donc, vous vous rendez compte un petit peu de la catastrophe qui est devant nous. Et la deuxième décision, ça serait évidemment d'arrêter les sanctions vis-à-vis de la Russie et de retrouver la normale. Ça, c'est le court terme. Pour le moyen long terme, vous le savez, je suis évidemment pro-nucléaire et on souffre de toute la politique complètement stupide de François Hollande puis Emmanuel Macron et même les républicains qui ont eu entre nous soit dit, même s'ils disent le contraire maintenant, le nucléaire honteux et qui n'ont pas investi. On souffre de la fermeture de Fessenheim, on souffre de l'arrêt du programme Astrid et donc, d'une manière générale, on souffre du désengagement dans le nucléaire. Le PDG de EDF, Jean-Bernard Lévy, l'avait dit lui-même. Pourquoi on est incapable de faire de la maintenance en grande masse? C'est qu'en plus de Fessenheim, vous deviez, Emmanuel Macron l'avait confirmé après François Hollande, fermer 12 réacteurs nucléaires. Et donc, évidemment, on ne va pas investir, on ne va pas embaucher des gens si, dans le cahier des charges, on vous dit qu'il faut baisser la part de nucléaire. Donc, il faudrait faire tout l'inverse. Il faudrait investir et ouvrir un maximum d'EPR pour les années à venir. Mais ça a un effet au bout de peut-être 10 ans. Donc, c'est évidemment du moyen long terme. Pour ce qui est de la crise financière, et je ne vais pas être trop long parce qu'on va peut-être revenir dessus, vous avez certainement vu les difficultés de la Deutsche Bank, les difficultés du Crédit Suisse qui se manifestent notamment par le cours des crédits de default swap qui sont les dérivés qui estiment un défaut de paiement de ces établissements, ce qui pourrait être quelque part un déclencheur de type Lehman Brothers qu'on avait connu en 2008. La catastrophe qu'il y a là-dedans, c'est que, évidemment, si un de ces établissements saute, c'est tout le système bancaire qui va sauter. Et là, en fait, la problématique qu'il y a, c'est qu'on aurait pu agir, on pourrait le faire dès maintenant. Là, il y a un scandale, ça n'a pas été fait après la crise de 2008. On aurait dû séparer les activités de banques de dépôt et de banques d'affaires des grandes banques universelles, parce que si on avait fait ça, qu'est-ce qui se passe si on a une crise financière demain? Eh bien, vous pouvez laisser faire faillite les banques d'affaires qui ont fait des investissements peut-être trop risqués et vous n'avez pas à sauver les banques de dépôt qui ont finalement l'argent de monsieur et madame tout le monde à la banque. Et bien, comme on n'a pas fait ça, s'il y a une nouvelle crise, on va devoir sauver les banques. Sauf qu'en 2008, il y avait encore un endettement qui était assez faible, donc l'État était venu et avait prêté de l'argent aux banques pour les remettre à flot. Sauf que vous savez bien que maintenant, l'endettement public est énorme, en particulier dans la zone euro, ça, c'est pas possible. L'autre possibilité, c'est qu'ils fassent comme à Chypre en 2013, c'est ce qu'on appelle le bail-in, ça serait piquer sur les comptes. Il y a d'ailleurs une directive européenne de 2015 qui l'a établi, on peut piquer sur les comptes au-delà de 100 000 euros. Sauf que si vous avez une vraie crise, 100 000 euros, ça ne suffira pas, donc il devrait aller plus loin. Et je vois mal les États prendre ce genre de décision compte tenu de la crise économique qu'il y a en parallèle de cela. Je n'ose imaginer les révoltes qu'il y aurait si c'était admis. Donc je pense que la solution la plus plausible, c'est celle de la fuite en avant, c'est-à-dire de retourner les marchés financiers, de retourner les positions, et donc c'est de repartir dans de la planche à billets, d'assouplissement quantitatif ou quantitative easing, et ce qui mènerait à quoi? Ce qui mènerait à une hyperinflation à terme, et je pense malheureusement que c'est le scénario le plus probable. Donc on a des dirigeants irresponsables qui font tout à l'envers et qui, je pense, vont tout faire à l'envers. Alors, merci pour ce long développement. Alors, dans la perspective de répartir un petit peu équitablement le temps de parole, je voulais donc interroger Philippe sur deux points que vous avez abordés. Alors, notamment, évidemment, le rôle le rôle néfaste de la Banque centrale européenne qui, effectivement, tend à résoudre tous les problèmes par la planche à billets. Du coup, est-ce que un retour, par exemple, admettons, si on fait un petit peu de scénario, un retour aux affaires de souveraineté avec la Banque de France, est-ce que ça pourrait régler certains soucis? Et d'un autre côté, je voulais revenir évidemment sur la solution abordée par M. Gallois, à savoir séparer les banques de dépôt universelles des banques des fonds d'investissement. Oui, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Il faut séparer banque de dépôt et d'investissement pour que l'épargne des particuliers soit pas en risque parce qu'il y a des spéculateurs, une partie de la banque qui fait de la spéculation sur les marchés financiers et qui met toute l'épargne des particuliers et des entreprises en risque. Ça, c'est parfaitement juste. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette planche à billets, en fait, elle était nécessaire aux États-Unis, en Europe. Pourquoi? Et les taux zéro, qui sont une anomalie, étaient absolument nécessaires. Parce qu'en fait, quand on a détruit toute l'industrie à force d'accords de libre-échange, qu'on a détruit donc la croissance de l'économie réelle, qui est totalement dépendante de l'industrie. Tout ce qui reste à faire, c'est de faire de l'économie artificielle, des bulles financières, par les marchés financiers, par les marchés immobiliers, et pour ça, mettre des taux zéro. S'ils ne l'avaient pas fait, on aurait été quasiment en récession permanente depuis les années 2010. Donc, c'est parce que l'économie est malade qu'ils l'ont rendu encore plus malade en faisant de la planche à billets et des taux zéro. Donc,
Ce qu'il faut faire, effectivement, c'est à court terme essayer de chercher la paix avec la Russie entre la Russie et l'Ukraine, arrêter les embargos sur l'énergie qui vont tout détruire, sinon comme une bombe nucléaire sur notre industrie pendant 5 ans. Et puis, effectivement, sur le long terme, il faut faire le pendant inverse. Donc, on est d'accord avec le slogan de Génération Frexit, reprenons le contrôle, reprenons notre souveraineté. Il faut absolument sortir de l'Union européenne et surtout, pour redévelopper l'industrie française, ce qui veut dire du protectionnisme intelligent, ce qui veut dire l'État stratège pour reconstruire l'industrie, pour reconstruire le secteur de l'énergie, doubler les capacités nucléaires en 20 ans pour se passer peu à peu d'énergie fossile, voilà, par un plan MESMER 2, et créer énormément d'emplois et de richesses et de prospérité, et de bases de prospérité en Europe. Parce que là, enfin, pas en Europe, pardon, en France, parce que là, on est en train de détruire toutes nos bases de prospérité. Et regardez, la France aujourd'hui, c'est quoi? C'est le développement des petits boulots ubérisés. C'est le développement du tourisme de masse à fond. C'est la destruction de l'industrie et la destruction des services publics. Si vous réfléchissez à ça, c'est le paysage de quel type de pays? Un pays le tiers-monde. Voilà, le tiers-monde. C'est la tiers-mondisation de la France qui est extrêmement inquiétante et qu'il faut absolument arrêter en sortant de l'Union européenne, en ayant la souveraineté et en redéveloppant l'industrie à fond. Merci beaucoup. Alors justement, pour essayer de rebondir en reparlant d'une actualité, vous parlez de retrouver des bassins industriels, une prospérité industrielle en France, notamment ce qui nous a un petit peu, ce qui a éclaté dans l'actualité, c'était évidemment la différence du mix énergétique entre la France et l'Allemagne, notamment avec nous, notre nucléaire et l'avancement de notre programme nucléaire. Justement, la Commission nationale de débat public, là, avec EDF, a saisi... a établi une consultation publique sur le relancement de notre parc. Il me semble qu'elle finit en décembre, donc il suffit d'aller sur le site pour participer si nos auditeurs veulent militer pour le retour ou pour le relancement et la rénovation de notre parc nucléaire. Vous, alors Monsieur Gallois, vous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler davantage, notamment aussi sur les enjeux économiques de la rénovation de notre parc, notamment pour retrouver notre souveraineté? Finalement, il y a deux enjeux. Il y a déjà la prolongation de niveau de vie, si j'ose dire, ou de durée de vie des centrales nucléaires actuelles, parce qu'on vit, comme beaucoup de choses en France, en fait, on vit sur les acquis de la politique quasiment du général de Gaulle et celle de Georges Pompidou. Mais on vit là-dessus dans tout un tas de secteurs, et c'est aussi le cas du nucléaire. Mais il y a l'enjeu des réacteurs de 4e génération, des nouveaux réacteurs. Et ça, c'est fondamental. Macron a fait de façon criminelle à arrêter le programme Astrid. Et il y a un enjeu qui est énorme pour la France. Déjà, la France, il faut savoir qu'au niveau européen, c'est le seul pays à savoir faire, enfin si on met de côté la Russie, c'est le seul pays à savoir faire de A à Z des centrales nucléaires, qui maîtrise la technologie sur tout le monde. Donc on a cette richesse-là. Et le problème, comme on a désinvesti, on a de moins en moins d'ingénieurs, de techniciens dans le domaine, donc il faut vraiment relancer la filière. Et pour ce qui est des réacteurs de 4e génération, pourquoi c'est très important? C'est tout simplement parce que vous pouvez aussi utiliser l'uranium appauvri, et la France a des stocks énormes à ce niveau-là. Et il faut savoir que avec des réacteurs de 4e génération, la France pourrait avoir de l'électricité pour son mix actuel, disons sa consommation actuelle, pendant plus de 2000 ans. Et en fait, la France aurait pu être, si on avait investi dans le nucléaire et si on n'avait pas des dirigeants qui ne pensent qu'à court terme, on aurait pu aussi faire finalement ce que font le Qatar et l'Arabie Saoudite pour le pétrole, mais au niveau de l'électricité, au sein de l'Europe, avec évidemment un markup. Il n'y a pas de raison de financer, mais bon, on parle de souveraineté européenne à l'heure actuelle, vous savez, mais il n'y a pas de raison. Au contraire, on devrait avoir un avantage concurrentiel extraordinaire dans l'industrie, et on devrait aussi avoir des exportations importantes grâce à ça. Mais ça aurait été le cas si on avait investi. Et là, malheureusement, on a un train de retard. On est plus dans une optique de rattrapage. Et c'est assez dramatique, parce que la réindustrialisation dont parle Philippe, elle est évidemment fondamentale. Et je souscris à ce qui a été dit. Pourquoi on est dans la financiarisation à outrance? Pourquoi aussi l'endettement public augmente de façon colossale?
c'est tout simplement pour maintenir un niveau de vie de façon artificielle parce qu'on ne crée plus la richesse qu'on devrait créer, notamment au niveau industriel. Mais pour avoir cette réindustrialisation, ça passe par une énergie bon marché. C'est pour ça que à court terme, il faut faire la paix évidemment avec la Russie parce qu'il en va de la survie en fait de l'Europe si on était un peu rationnel. Et à moyen long terme, il faut mettre le paquet sur le nucléaire. Ça nous permettra en plus de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et notamment gaz pour ce qui est de la Russie, du Qatar ou même des États-Unis et le pétrole pour ce qui est évidemment de tous les pays de l'OPEP. Donc c'est fondamental. Et c'est ce qu'on devrait faire. On sait finalement ce qu'il faut faire. Ça paraît très simple en le disant, mais c'est une question de volonté politique et c'est une question aussi d'indépendance politique parce que vous savez que l'Union européenne a aussi contribué à la fin du nucléaire et continue à le faire avec une politique ostensiblement anti-nucléaire. Donc voilà, il faut reprendre le contrôle et l'indépendance de la France pour mener cette politique d'avenir. Si vous voulez rajouter un mot, Philippe, sur cette actualité. Il a parfaitement raison. C'est exactement ce que j'écris dans mes bouquins, moi, depuis 2014 sur la transition énergétique. On commence à avoir une raréfaction du pétrole, en fait, et un pic pétrolier qui va arriver dans 5 à 15 ans. L'Arabie Saoudite, par exemple, dit qu'ils peuvent augmenter leur production de pétrole de 1 million de barils le jour et après, c'est fini. Quand on sait ce qu'est l'Arabie Saoudite, ça fait peur. Il y a aussi beaucoup de gens de l'industrie pétrolière qui commencent à parler de pic pétrolier. L'Institut français du pétrole qui a sorti un papier récemment en disant en 2025, est-ce que c'est pas le moment du pic pétrolier? Donc, parfaitement d'accord. Donc, on fait d'une pierre deux coups, on réindustrialise la France avec une énergie pas chère et on se préserve pour l'avenir en construisant énormément de nouvelles centrales nucléaires parce qu'il va falloir se passer des énergies fossiles à terme. Et il vaut mieux avoir anticipé plutôt que de subir un pétrole à 300, 400, 500 dollars et un prix du gaz et du charbon délirant parce qu'on a un problème de production de pétrole et que la production de pétrole commence à baisser. Ça crée 1 million d'emplois en France direct, 3 millions d'emplois indirects et on se retrouve avec un nouveau cycle de prospérité qui serait relancé en France. Donc, on a tous les avantages à faire ça. On se prémunit énergétiquement, on est prudent et on déclenche un cercle de croissance économique important. Très bien, on va peut-être passer à une autre actualité, c'est notamment les grèves qui, disons, secouent le groupe Total. Est-ce que peut-être, Monsieur Gallois, vous voulez réagir? Ces grèves, disons que là, on n'est pas très loin de la fin. Je crois qu'il y a eu un accord pour ce qui est de Total, mais c'est un symbole parce que ça porte la question, et ça a été évoqué aussi par Philippe, du pouvoir d'achat et de la destruction du pouvoir d'achat en Europe occidentale. Pourquoi il y a ces grèves? C'est simple, hein, les gens se rendent bien compte que quand vous avez une inflation à 6, 7, parfois 10% et que votre salaire augmente de 3%, et ben vous avez une perte de pouvoir d'achat. Et c'est encore plus dramatique pour les classes populaires parce que ce qui augmente le plus, c'est évidemment que des dépenses contraintes et qui représentent un pourcentage plus important du revenu disponible. Je pense évidemment à l'alimentation, je pense à l'énergie. Donc c'est une catastrophe totale. Il y a des gens qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts maintenant qui ne peuvent tout simplement plus. La problématique, c'est que oui, on peut dire qu'il faudrait augmenter les salaires, mais que les entreprises ne pourront pas le faire. Pourquoi elles ne pourront pas le faire? Les grandes entreprises, évidemment, Total peut augmenter les salaires. Ils font suffisamment de bénéfices pour le faire, mais toutes les PME, TPE qui ne vont pas augmenter leur chiffre d'affaires et qui ont en parallèle tous leurs coûts, autres que les coûts salariaux, qui augmentent déjà du fait de l'augmentation du prix des matières premières, augmentation de l'énergie, augmentation même du coût des matériaux et de tout ce qu'ils utilisent pour leur production ou même dans les services. Hein. Si vous êtes un coiffeur, vous avez l'électricité qui augmente, bah vous avez les coûts qui augmentent. Donc la réalité, c'est que toutes les PME, TPE, enfin disons la plupart, ne peuvent pas augmenter les salaires. La seule solution, ou si elles le font, elles vont mettre la clé sous la porte. Donc il y a des solutions de dire on augmente tous les salaires d'un seul coup, c'est démagogique. Disons que les grandes entreprises peuvent le faire. Après, les PME, TPE, pour qu'elles puissent le faire, ça peut être fait qu'avec un soutien de l'État, parce que sinon elles mettront la clé sous la porte. Donc il y a un vrai problème de salaire en France, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, mais on voit bien que pour faire face à cela, il y a là aussi une sorte d'inégalité en fait entre les grands groupes qui pourront augmenter les salaires. Encore, ils ne vont certainement pas le faire au niveau de l'inflation, mais elles augmenteront les salaires de façon significative, alors que tous les employés de PME, TPE vont avoir des augmentations assez faibles et donc évidemment une perte de pouvoir d'achat et ça va avoir un impact
sur la consommation, un impact sur la croissance. Et on le sait déjà, même si notre ami Bruno Le Maire est dans le déni, qu'on va être en récession en 2023. Donc ça va évidemment alimenter tout ce cercle vicieux. Alors, la récession n'existe pas, c'est la croissance négative, déjà. Révisez votre vocabulaire macroniste. Et alors, peut-être une autre actualité pour Philippe. Je peux répondre sur Total, oui, je vous en prie, si vous avez juste un petit détail. Je vous en prie. Charles-Henri a tout à fait raison. Quand il parle de ce problème de baisse de salaire, c'est l'appauvrissement de la France, la tiers-mondisation de la France, en fait, qu'on retrouve là-dessus. Sur Total, qu'un groupe comme Total n'augmente pas ses salaires, donc ça voulait dire qu'il augmentait les salaires de 3% du personnel, alors que l'inflation est à 6%, donc que les gens perdaient 3% de niveau de vie, alors que Total fait 19 milliards de bénéfices au premier semestre. Là, c'est quand même délirant. Et quand on voit Total a mis une pénurie en France et a foutu le bordel en France, et c'est de la faute de Total, pas des salariés. Les salariés n'ont pas à se laisser faire et à perdre un niveau de vie. Les raffineurs, en fait, ils demandaient grosso modo, pour pas perdre de pouvoir d'achat, il leur fallait 100 € de salaire en plus par mois. Il y en a à peu près 2000 de raffineurs. Donc ça représente, en fait, sur l'année, 2 millions d'euros, à comparer aux 19 milliards de Total. C'est fou du monde. Et surtout, ces 2 millions d'euros de hausse de salaire dont avaient besoin les raffineurs, finalement, c'est la hausse du salaire d'une seule personne chez Total, le grand patron. Et on voit ce problème d'inégalité complètement délirant entre les grands patrons qui prennent des fortunes autant que 2000 salariés qui privent de hausse de salaire 2000 salariés. Macron aurait dû taper du poing sur la table et arrêter immédiatement cette pénurie en disant à Total d'augmenter les salaires. Ils l'ont fait sur le tard. C'est vrai que la crise est presque résolue. Mais bon, Macron favorise les multinationales sur les salariés. C'est clair et c'est net. Bon, je pense que ça ne surprendra pas grand monde ici, mais c'est bien de le rappeler et de donner des exemples à des vérités, disons, un peu établies, de faire des piqûres de rappel. Là, il y a notamment, sur un autre sujet, en France, le projet d'ouvrir une mine de lithium qui serait l'une des plus grandes, la plus grande d'Europe et l'une des plus grandes du monde. Alors, qui dit lithium dit évidemment batterie. Est-ce que vous pouvez peut-être réagir à ça, notamment vis-à-vis de l'électrification des véhicules, qui reste tout de même un sujet débattu sur la mobilité future de notre pays pour notamment se passer du pétrole et trouver d'autres énergies. Alors, c'est vrai que c'est une bonne idée d'ouvrir une mine de lithium. C'est un projet qui va être relativement peu polluant. En tout cas, il est présenté comme tel, peut-être moins que dans des pays du tiers-monde. De toute façon, si on veut pas de pollution avec les mines, il faut tout simplement tout recycler tous nos métaux au lieu de les jeter comme déchets. Ça sera une excellente chose et ça nous donnera accès à une nouvelle ressource de métaux, en fait, où on n'aura presque plus besoin d'exploiter les mines si on va jusqu'au bout. C'est une autonomie stratégique française d'avoir une mine. C'est une indépendance nationale et puis ça va permettre ensuite d'avoir la possibilité de continuer à dérouler dans les usines de produits de batteries, de lithium, etc. Donc, c'est une excellente chose. Il faut le faire. Ça, c'est pas un sujet. Et puis, le sujet, par contre, c'est peut-être, est-ce que l'avenir, c'est la voiture électrique ou l'hydrogène? Moi, il me semble que l'avenir qu'on nous présente, où il y a seulement de l'électricité, donc quelque chose de non stockable qui va alimenter toute l'économie, si on se passe des énergies fossiles, me paraît très compliqué. Parce que l'électricité n'est pas stockable. Si y a un blackout, c'est un problème monstrueux. Et c'est le bon sens de dire qu'il faut un vecteur de stockage. Moi, je prône plutôt l'hydrogène, effectivement, notamment pour l'avion à hydrogène qu'on est capable de faire dans les 10 ans. Vous voyez, qu'on ne met pas en route. Le groupement industriel de l'aéronautique française, GIFAS, dit qu'en 10 ans, il est capable de lancer un avion à hydrogène. Donc, plus de pollution pour l'avion. Plutôt que de se battre à dire il faut interdire l'avion, etc., produisons l'avion à hydrogène, même s'il faut aussi un peu baisser le nombre de voyages qui dépend de la mondialisation. Développons le train à hydrogène. On peut faire un magnifique projet de relance avec le train à hydrogène. Alstom en produit. L'Allemagne achète des trains Alstom. Le quart des locomotives françaises sont des diesel. On peut toutes les remplacer en 10 ans par des locomotives hydrogène Alstom, qui permettent de développer la filière, de dépolluer complètement le train et de créer plein d'emplois. Et puis après, on peut aussi faire du bus à hydrogène et finir par lancer aussi des voitures à hydrogène. Tout ça s'articule parfaitement avec ce qu'on a dit sur développer le nombre de centrales nucléaires pour produire de l'électricité, créer de l'hydrogène propre, produire de l'hydrogène propre avec dans des électrolyseurs. Et vous voyez, c'est des projets d'avenir comme ça, je pense, dont la France a besoin.
Si vous voulez réagir, Monsieur Gallois, je vous en prie. Non, entièrement d'accord. Je pense aussi que c'est une bonne chose. Il faut y aller pour le lithium. Maintenant, il faut aussi avoir en tête les ordres de grandeur. Cette mine-là ne suffira pas du tout à la production nationale. Et donc, mine de rien, c'est un élément à prendre en compte quand on parle beaucoup de voitures électriques, c'est passer d'une dépendance à une autre. Parce qu'on va dépendre des terres rares, on va dépendre énormément, par exemple, de la Chine. Et donc, effectivement, on se passe quelque part d'une dépendance à une autre. Et c'est là que la solution, même si je suis moins un expert dans le domaine que Philippe, la solution justement de l'hydrogène peut être intéressante pour essayer d'être moins dépendant sur cette technologie-là qu'on l'est sur le lithium et les batteries d'une manière générale vis-à-vis de la Chine. Merci beaucoup. Alors, avant de repasser à une, disons, une mise en perspective, notamment vis-à-vis de vos idées en lien avec les thèses souverainistes à propos de l'économie, juste une petite dernière actualité. Je crois que, M. Gallois, vous vouliez parler d'un rapport de la Cour européenne, il me semble. Non, c'est lié, je pense, dans l'aspect crise économique et crise financière. Je voulais parler de la saisine que j'ai faite de la Cour des comptes au niveau, vous savez, des emprunts. Quand on parlait tout à l'heure, et Philippe a évoqué un moment, on l'a fait très brièvement, la hausse des taux d'intérêt pour les États. Donc tout ça, ça a un impact parce que une hausse de 1% des taux fixes pour la France, ça veut dire que à horizon de 10 ans, quand toute votre dette aura roulé et si cette hausse est maintenue, vous avez une augmentation de la charge de la dette d'environ 30 milliards d'euros. Donc, vous voulez vous rendre compte qu'on empruntait à taux zéro. Maintenant, on est déjà à 3% et vous avez peut-être vu l'annonce de la Banque Centrale Européenne d'une hausse de 75 points de base encore des taux directeurs. Donc, il est probable que le taux français passe de 3 à peut-être demain 4 au niveau des taux fixes. Mais ça a un impact qui est plus sur le long terme. Il y a une autre dimension et qui est catastrophique, c'est quelque part le scandale d'État que j'ai dénoncé et ce pourquoi j'ai saisi la Cour des comptes, c'est que la France émet depuis 1998 des emprunts indexés sur l'inflation. Alors selon la situation économique, ça peut être un pari quelque part gagnant, mais ça reste un pari quand même, ce qui est quand même osé quand on parle des finances publiques. Mais le problème, c'est que la France a continué d'en émettre quand les conditions économiques étaient suicidaires pour le faire. C'est notamment le cas depuis 2015, parce que depuis 2015, avec la BCE qui avait lancé pour le coup le bazooka monétaire, dans le but de relancer l'inflation, eh bien la France a continué à émettre des emprunts indexés sur l'inflation, quand bien même on savait que l'inflation allait revenir, et c'est encore pire pour les années 2019-2020, où la France pouvait emprunter à taux zéro ou à taux négatif. On a continué d'émettre ces emprunts-là, et ça a un impact énorme pour les finances publiques et c'est un impact qui est direct, contrairement à la hausse des taux fixes qui se fait voir dans le temps. C'est-à-dire que vous allez avoir une charge uniquement liée à ces emprunts-là entre 15 et 20 milliards d'euros pour la France en 2022. Pour avoir un ordre de grandeur, 20 milliards d'euros, c'est le quart de l'impôt sur le revenu en France. Donc vous vous rendez bien compte du gâchis absolument énorme. Et en fait, c'est une erreur de gestion. Alors, erreur de gestion pour être gentil, parce que honnêtement, il y a soit incompétence, ou soit ou conflit d'intérêt, parce que qui sont les grands gagnants dans cette histoire-là? Ce sont les banques. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire lui-même, lorsqu'il a été questionné là-dessus, notamment par Jean-Philippe Tanguy à l'Assemblée nationale, il a expliqué que c'était fait pour assurer la rentabilité des banques. Comme si le rôle de l'État français, c'était d'assurer la rentabilité des banques. Et quand on parle de l'État français, c'est en fait le contribuable, donc c'est vous, c'est moi. Donc c'est-à-dire que c'est un cadeau qui est fait aux banques, payé par les Français. Et l'impact va aussi être là en 2023. J'ai vu que la lettre de l'expansion parlait déjà de 13 milliards d'euros en 2023. Il est fort à parier que ça sera beaucoup plus que cela, puisque c'est basé sur une inflation d'environ 6%. Vous voyez qu'en zone euro, on est déjà à plus de 10% ou environ à 10%. Donc c'est un véritable scandale d'État. On parlait, et l'affaire McKinsey a fait les gros titres, a fait beaucoup de bruit. Il faut bien vous rendre compte que l'affaire des cabinets de conseil, c'est 1 milliard d'euros. Là, on parle de 15 à 20 milliards d'euros. Donc c'est au niveau, je crois que d'ailleurs au niveau des finances publiques, c'est peut-être le plus gros scandale
de la Ve République. Et pour le moment, il y a quelques députés qui en ont parlé, mais ça reste à bas bruit. Les médias, j'ai été interrogé sur Sud Radio, mais vraiment les médias, pas faute de les avoir sollicités, sont très peu intéressés par la question, alors que c'est un scandale absolument majeur et c'est complètement dingue quand on y réfléchit. Vous pensez que c'est dû au côté technique de l'affaire ou que c'est une volonté peut-être de faire l'autruche? Je pense que l'aspect technique peut rebuter. C'est beaucoup plus simple d'aller directement, mais ça dépend comment vous le présentez, hein. Si vous l'expliquez franchement en disant bah, c'est un cadeau de 15 à 20 milliards d'euros de l'État aux banques payées par les Français, je pense que ça peut effectivement intéresser les gens. Mais en tout cas, on voit bien que le gouvernement fait tout pour mettre ça sous le tapis. Bruno Le Maire a répondu très brièvement. Et quand vous avez eu d'ailleurs Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, ou même le gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy-de-Galhau, quand ils ont été questionnés lors de la commission des finances, c'était des réponses hallucinantes. C'est-à-dire que le gouverneur de la Banque de France a quand même sorti que ce n'était pas un expert de la dette publique, alors que la Banque de France détient un quart de la dette de l'État, notamment dans le cadre des assouplissements quantitatifs. Donc il y a des réponses absolument hallucinantes. On sent que tous ces gens-là sont très gênés dès qu'on évoque cette question des emprunts indexés sur l'inflation. Et grosso modo, hormis Bruno Le Maire qui l'a avoué à demi-mot, aucun des arguments qu'il présente pour expliquer d'avoir utilisé ces emprunts indexés sur l'inflation ne tiennent la route. Notamment, on nous parle souvent que c'est pour diversifier la dette française, sauf que j'ai vérifié depuis au moins 2015, la demande en fait d'emprunt à taux fixe de la France est largement supérieure à l'offre. En d'autres termes, il n'y avait aucun besoin de placer ce genre de dette pour l'État. Donc on est en face d'un véritable scandale d'État. Et je sais aussi que Philippe en a parlé. Je peux peut-être pas monopoliser la parole et lui non, mais tu as parfaitement raison. C'est un pur scandale d'État. Il continue à emprunter effectivement avec des OAT indexés sur l'inflation, alors que l'inflation commence à devenir difficile à tenir. Et puis, ils empruntent en plus, ils sont complètement fous, ils empruntent sur de l'inflation, et toi, tu en as parlé aussi, sur la zone euro. C'est-à-dire une inflation qu'on ne maîtrise même pas, une inflation dans d'autres pays. Il faut quand même savoir qu'il y a des pays de la zone euro qui sont à 17% d'inflation, comme la Hollande, ou 24%, je crois, la Lituanie. Donc, c'est scandale absolu et délire technocratique. Ça ressemblera peut-être à l'emprunt or, encore en plus grand, de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait fait la même bêtise que Macron. D'ailleurs, les personnages se ressemblent, hein, des extrêmes centristes. En fait, il avait fait un emprunt d'or en 74, juste après que l'or soit désindexé du dollar, et ça avait coûté des fortunes absolument à la France. Très bien. De toute façon, j'essaye de répartir au mieux, évidemment, le temps de parole entre nos deux invités. Donc, je comptais bien ne pas laisser Philippe sur le banc de touche. Maintenant, on va peut-être revenir à une partie un peu plus théorique et notamment faire de la prospective ou alors peut-être qu'il va déborder sur de la politique fiction parce que en économie, plus que peut-être dans d'autres disciplines, prédire à 6 mois, si difficile. Prédire à 1 an, ça l'est encore plus. Vous commencez vraiment à taper dans les très très bons économistes. Si vous arrivez à prédire ce qui va se passer sur 10 ans, vous êtes plus ou moins le nouveau Christ. Donc, à partir de là, malgré la difficulté de l'exercice, est-ce que vous voyez ou entrevoyez, disons, sur les prochains mois, notamment avec la question de l'hiver, si on peut par exemple répondre à une question simple, est-ce qu'un hiver doux, ça serait par exemple la survie de l'euro? Un hiver doux, ça permettrait d'avoir une récession qui serait relativement faible. Parce qu'il n'y aurait pas de problème de pénurie de gaz, puisque les gens n'utiliseraient pas le gaz. Là, au mois d'octobre, il a fait tellement chaud, 15-20 degrés partout en France, et en Europe, ça a été chaud. On n'a pas utilisé de gaz, donc il n'y a pas eu de problème. Mais c'est vraiment une chance, une grosse chance. Donc un hiver doux, ça serait moins de récession. Un hiver dur, là, la récession serait violente et on aurait des pénuries d'électricité pénibles sur plusieurs jours en France, donc elle serait tournante, avec une possibilité de chaos, hein, parce que s'il n'y a pas d'électricité, les gens vont perdre, par exemple, leur congélateur. Les entreprises de restauration vont perdre leur congélateur aussi, tout ce qu'ils ont dedans. Les entreprises alimentaires peuvent avoir des problèmes. Puis, il y a tout un tas de chaos sur la téléphonie mobile, sur l'Internet, et des effets de bord qu'on n'imagine même pas. J'ai plutôt envie de parler sur le long terme. Sur le long terme, en fait, qu'est-ce qui va se passer? La prospérité s'en est allée, en fait, en Occident petit à petit avec l'industrie. Et d'ailleurs, c'est parti, cette prospérité est allée en Asie avec l'industrie.
Et en fait, eh bien, on va avoir cette prospérité qui va continuer à partir et un appauvrissement très fort avec la délocalisation de l'industrie. Donc, on était dans un déclin économique lent. Et là, le déclin va s'accélérer avec une potentialité, pour moi, d'effondrement économique de la France et de l'Europe et des effets vraiment extrêmement dangereux dans les années à venir. Justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a tout de même une petite relocalisation, notamment au niveau des artisans, des artisanats? Des artisanats de quoi? Par exemple, je ne sais pas, de plus en plus, il y a des marques, alors ça peut être soit du prêt-à-porter, soit également des choses comme des couteaux, C'est de niche, ça. Ouais. Oui, Ouais, c'est un peu de la évidemment, niche, c'est c'est des un peu petits commerces de niche. anecdotique. Je Et ne veux puis, pas remettre en question la démonstration sur la délocalisation, non, qui est non, un mais mouvement bien tu as plus de fond. raison. Il y avait Mais il cette me semble qu'il y a volonté. quand même un mouvement, beaucoup de marques qui commencent à un petit peu se poser la question du ah, mais en fait, dire que c'est fabriqué en France, c'est peut-être un marché. Ouais, ça fait 10 ans qu'on parle de ça, mais finalement, ça vient, mais tout doucement, ça reste anecdotique. Puis tous les efforts, en fait, vont être ruinés par les prix de l'énergie. Ils sont aussi ruinés par la Commission européenne, qui empêche d'afficher, d'obliger à afficher Made in France, Made in China, Made in Germany, etc. On n'a pas le droit d'obliger d'afficher la composition des produits. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour les entreprises de valoriser leur production. Une autre raison, d'ailleurs, de sortir de l'Union européenne, c'est afficher le Made in France, afficher le Made in China, le Made in Germany, pour que les gens puissent choisir d'où vient leur produit, très clairement. Bah, c'est vrai que quand on va au supermarché, il y a des fois des scènes un petit peu, disons, kafkaïennes où on prend par exemple une huile d'olive et il y a écrit origine d'Union Europe. européenne et de hors Union européenne. C'est-à-dire, Mondial. merci pour la précision. C'était vraiment, comment dire, débrouillez-vous avec ça. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose, ou du moins quelque chose à dire sur l'avenir, monsieur Gallois? Alors, honnêtement, je suis d'accord sur le court et moyen terme avec Philippe. Pour le long terme, c'est impossible à dire pour la simple et bonne raison. Même pour le court terme, je suis pas Alain Gillot-Pétré, donc je peux pas vous prédire quel temps il fera. Donc, on est dépendant là-dessus. Philippe l'a bien dit. Et pour le plus long terme, on est dépendant de décisions qui sont politiques. C'est pas uniquement de l'économie. Donc, il est impossible de prédire aujourd'hui quel sera le résultat des élections dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, c'est très difficile de parler à horizon de 10 ans. En revanche, je voulais rebondir sur un point qu'a évoqué Philippe, qui est très important, c'est le cas de pénurie d'énergie et de chaos. Parce qu'il a évoqué à juste titre les congélateurs, il a évoqué toutes les pertes en fait qu'il y aurait, mais moi je voudrais porter aussi votre attention sur l'aspect sécuritaire. C'est-à-dire que si vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus d'alarme. Donc vous imaginez même pas le chaos qui est possible derrière, de bandes qui pourraient arriver et attaquer absolument tous les commerces et autres, parce qu'il n'y aurait plus d'alarme. Enfin, je sais pas, c'est là qu'on se Ouais, rend compte de la ouais, c'est bien dépendance vu, hein, à la effectivement. technologie. Vous pourriez avoir vraiment des scènes de chaos dans les régions qui seraient déconnectées en quelque sorte pendant ce laps de temps-là. Ça pose un problème sécuritaire absolument majeur. Je parle des entreprises, mais c'est même le cas d'ailleurs des particuliers qui peuvent avoir des alarmes et autres. Donc ça poserait un problème absolument gigantesque et je pense qu'on ne réalise pas ce point-là. Justement, en parlant de sécurité, on peut recroiser un petit peu avec ce qu'avait dit Philippe sur un potentiel effondrement économique avec toutes les conséquences, disons, sociales que ça peut avoir et d'instabilité. Vous aviez parlé du nucléaire. Alors, c'est vrai que d'un point de vue énergétique et économique, la rénovation de notre parc paraît être, disons, la seule solution crédible, même dans les experts, disons que ça soit du GIEC ou je sais pas moi, de The Shifters, qui est en gros l'association de Jean-Marc Jancovici. Globalement, sur le bénéfice-coût du nucléaire, ils sont à peu près tous d'accord. Par contre, si on croise la rénovation de notre parc ou le relancement avec disons, cette perspective peu rassurante du point de vue sécuritaire, est-ce que ça risque à un moment donné, ne pas se télescoper entre d'un côté la rénovation de notre parc qui va quand même durer au moins pour avoir les premiers effets, je pense que même en parlant de 10 ans, on est optimiste. Et si jamais notre pays s'effondre, qu'est-ce qu'on fait des réacteurs, quoi? Est-ce que ça risque pas d'être un facteur encore plus aggravant d'avoir, admettons, C'est la une question, elle est pour moi soixantaine ou de pour Charles-Henri, en réacteurs fait? qui ne pourront plus être, disons, refroidis, par exemple? Mais c'est pour Charles-Henri ou pour moi la question, en fait? On ne savait pas.
C'est un débat. D'accord. Qu'est-ce Ouais, que vous moi, avez je à pense qu'il dire? n'y a pas trop de risques quand même sur le nucléaire. C'est extrêmement bien gardé, les centrales nucléaires françaises. En termes de risques, juste pour vous dire, Joseph, euh, les centrales nucléaires françaises ont 5 niveaux de sécurité. C'est-à-dire que le problème, c'est de pouvoir refroidir les centrales. Il y a un premier niveau qui est la convection naturelle, qui permet de tenir 12 heures ou 18 heures sans refroidissement par l'eau. Ensuite, il y a des pompes de secours, il y a des deuxièmes pompes de secours, il y a des pompes de secours enterrées depuis Fukushima dans des bunkers pour éviter tout problème d'inondation, de tsunami, de tout ce que vous voulez. Et puis à la fin, vous avez une force d'action rapide emmenée par l'armée qui permet d'amener les pompes pour réparer les centrales. Donc vous voyez, ce problème de risque des centrales est limité. Pour entrer dans une centrale, c'est très compliqué, c'est très cadré. Donc bon, c'est sûr que de toute manière, si l'avenir c'est le chaos et le pays livré au pillage, bon ben là, effectivement, tout devient possible dans tous les domaines. Mais bon, je pense qu'on n'arrivera pas là. Et sur les centrales nucléaires, leur sécurité, il faut savoir que la sécurité, il y a beaucoup de centrales nucléaires qui sont très très vieilles, qui ont 60 ans, 65 ans, je crois, aux États-Unis, la plus Aux ancienne. États-Unis, oui. Les plus anciennes, oui, c'est là-bas. C'est là-bas, et sans aucun problème. La deuxième chose, c'est qu'on est capable maintenant de faire des petites centrales nucléaires moins chères et surtout beaucoup moins risquées à fission liquide. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais vraiment, on gagne un facteur de risque très, très important. On divise par 10 ou 100 le risque. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour relancer le nucléaire et il ne faut pas trop s'inquiéter pour l'avenir. Oui, d'autant que quand on parlait des États-Unis, par exemple, l'agence de sûreté du nucléaire français, c'est l'agence qui est la plus tatillonne et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire celle qui est la plus protectrice. Et donc, je peux vous dire que le degré de sûreté de nos centrales est infiniment supérieur à de nombreux pays dans le monde. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'accident industriel de grande ampleur en France concernant le nucléaire. Il y a eu en revanche dans l'histoire même des accidents liés aux barrages et autres qui ont été meurtriers. Ça n'a jamais été le cas du nucléaire en France. Et on a un degré de sûreté et de protection du nucléaire qui nous permet d'être confiants. Après, tu as raison, Charles-Henri, je rebondis sur les barrages. Tu as tout à fait raison de le signaler. On met sans arrêt en valeur les risques du nucléaire, alors que le nucléaire a très peu tué, même dans l'accident de Fukushima. Quasiment personne n'est répertorié, il n'y a quasiment pas de morts. Alors que des barrages, il y a eu des barrages qui ont pété en Italie, ça a fait plusieurs milliers de morts. Ou en Chine d'ailleurs. Il y a un barrage qui pète, par exemple, et en plus de cela, Bruxelles veut nous les privatiser, donc du coup, ils ne sont pas très très bien entretenus en ce moment. Il faudrait vraiment que EDF en soit beaucoup plus conscient. Eh bien, un barrage qui pète, ça peut faire des vagues de 5-6 mètres sur des fleuves, donc ça peut causer des risques absolument gigantesques. Tu fais bien de le dire, quoi, tout à fait. Et donc voilà, donc je pense que là, je rejoins Philippe. De toute façon, la relance, d'une part, est une nécessité. Alors, on parle même pas de choix. Je pense que c'est une nécessité. Et en plus de ça, le risque est on ne peut plus limiter. Moi, je ne vois pas de risque pour la France à le faire. Alors juste, je vais prendre une question du chat qui justement aborde cette question et qui demande une petite précision. C'est une question de Joulassen qui nous dit « Pourquoi certaines centrales nucléaires sont-elles arrêtées ?» Si vous pouvez rapidement répondre. Je peux le faire très rapidement si vous voulez. C'est qu'il y a des problématiques de corrosion. Donc déjà, il faut savoir que normalement, il y a besoin de maintenance justement parce qu'on est très protecteur et on est à la pointe au niveau de la sûreté. Il y a toujours un petit peu de maintenance sur les centrales, mais il y a un problème un petit peu nouveau qui est un problème de corrosion. Et dans l'absolu, on sait faire la maintenance, on sait comment gérer ce problème-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de techniciens pour le faire. On est obligé de faire venir des personnes des États-Unis pour aider EDF là-dessus. Donc, c'est complètement lunaire, tout simplement parce qu'on désinvestit depuis des années dans le nucléaire et donc on casse les filières et surtout même le signal donné à l'entreprise, ça reste une entreprise, EDF, même si c'est une entreprise publique. Quand on vous dit vous allez baisser le nombre de réacteurs nucléaires, bah, vous n'embauchez pas, vous faites plutôt le contraire. Vous arrêtez d'embaucher, voire vous virez des gens ou vous ne remplacez pas les gens quand ils partent à la retraite. Donc c'est ça le principal problème. Ouais, et l'autre chose, c'est qu'EDF est sous pression financière depuis des années à cause du marché européen de l'énergie, des opérateurs privés qui le concurrencent en lui achetant de l'énergie, de l'électricité 30% en dessous des coûts de revient. Hein.
Cette année, ça va être 40% de l'électricité nucléaire qui va être fournie, puisqu'en plus elle est en baisse, à des opérateurs privés, 30% de tout son coût de revient. Donc ça fragilise énormément l'entreprise. Il y a moins de moyens pour investir et les salariés qui sont sous pression. Donc on a une désorganisation complète de l'entreprise à cause de la financiarisation et du marché européen de l'électricité qui lui met une pression monstrueuse, quoi. C'est-à-dire que c'est très vrai ce que dit Philippe, on dit tout le temps, des fois on fait un raccourci en disant l'Union européenne force à la privatisation des services publics. En réalité, elle force à la libéralisation des services publics, c'est-à-dire la mise en concurrence. Mais quand vous mettez tout le monde en concurrence, finalement, ces entreprises publiques fonctionnent comme une entreprise privée et des fois, elles sont tellement, on leur taille tellement des croupières sur les secteurs qui sont profitables qu'elles sont amenées à terme avec des pertes à être privatisées. Pour ce qui est d'EDF, c'est absolument dingue. C'est ce que disait Philippe. En fait, on force EDF à vendre à 42 € le mégawattheure quand parfois le prix de marché, comme en ce moment, était à 500, 600 ou 700 € le mégawattheure. Donc, ce sont des pertes immenses. Et en fait, avec ce système, avec une concurrence qui est complètement artificielle, en fait, qui est alimentée de façon fictive, parce que l'Union européenne demande à la France de créer une concurrence sur ce marché-là, bah, vous désorganisez la filière, vous faites faire des pertes énormes à EDF qui doit encore plus rogner, évidemment, sur les investissements et même sur l'emploi, comme c'est le cas des techniciens du nucléaire. Donc, tout ceci est lié à des choix catastrophiques nationaux avec une complicité de nos dirigeants, mais évidemment une responsabilité écrasante de l'Union européenne aussi là-dedans. Et ça, c'est LR et Sarkozy qui a permis l'arène et donc la ruine d'EDF. Hein. C'est même pas Hollande ou Macron. Exactement. Donc, c'est pour ça que des fois, les républicains qui nous disent, nous, on a toujours été à fond nucléaire, etc., ça m'amuse souvent aussi parce qu'ils ont contribué, alors peut-être moins de façon moins flagrante que Hollande ou Macron, ils ont contribué à désorganiser la filière. Très bien, alors on va clore la partie actualité et arriver sur l'avant-dernière partie de cette émission, qui en fait est un petit peu la sève de économie en eau trouble, qui est en gros le rapport, disons, souverainisme. Alors, Monsieur Gallois a déjà a déjà dit que la France vit un petit peu à crédit sur, disons, le modèle gaulliste et ce qui a été fait sur les années De Gaulle et Pompidou. Vous avez aussi parlé de libéralisation des services publics. Justement, quelle est votre vision à propos du protectionnisme ou, disons, de notions comme la planification? Tout à fait partant, parce que c'est vrai qu'on a détruit l'industrie en arrêtant la planification, en faisant du libre-échange, notamment avec les pays à bas salaire, en mettant la finance en avant plutôt que l'industrie. Il faut faire exactement l'inverse, reprendre ce qui a été bien fait pendant les 30 Glorieuses et le gaullisme, et en le réactualisant, bien sûr, avec tous des problèmes complètement différents. Donc, il faut arrêter le libre-échange total, avoir une gestion de la monnaie qui est adaptée et qui est sur le long terme pour avoir une monnaie favorable à notre industrie avant tout. Un État stratège qui va permettre de reconstruire des filières industrielles, comme la filière nucléaire, mais pas que. Il y en a beaucoup d'autres à reconstruire, en partant d'ailleurs, par exemple, des industries de défense. Et avec ça, on peut faire déjà énormément de choses et recréer beaucoup d'industries et réenclencher des cercles vertueux économiques et casser et arrêter les cercles vicieux. Et surtout, il faudra aussi, bien sûr, mettre la finance au pas. Ça, c'est fondamental. L'économie n'a pas à être au service de la finance. C'est l'inverse. La finance est au service de l'économie. Donc, les banques, quand elles veulent prêter aux entreprises, il n'y aura pas de problème. Quand elles veulent prêter à la spéculation, on leur mettra des gros ratios de risque, ce qui fait qu'elles ne pourront plus prêter dans les marchés financiers, qu'elles devront diriger l'argent principalement vers l'industrie. La Banque de France, on devra retrouver le circuit du Trésor, le prêt par la Banque de France à des grands projets, comme le projet nucléaire dont on parlait. Et si la Banque de France peut aider, c'est formidable. Si elle peut aider aussi dans des mécanismes pour avoir de l'isolation à taux zéro pour les entreprises, les administrations et les ménages, pour des montants, par exemple, de 30 000 € pour 100 mètres carrés, eh bien, tout le monde pourra s'isoler avec les économies d'énergie, vous voyez, qui payeront le remboursement des emprunts à taux zéro, mais pour tous, complètement simplifié. Donc, on a énormément de choses qui vont nous permettre de mettre la finance au pas. C'est assez simple, en fait. C'est une volonté politique de ne pas le faire aujourd'hui et de mettre l'industrie en avant et l'économie réelle en avant pour réenclencher un cercle vertueux. C'est vraiment là où on doit se diriger à l'avenir.
Alors, Monsieur Gallois, est-ce que, comme Philippe, votre adversaire, c'est le monde de la finance, pour reprendre une phrase d'un grand penseur? Bah, c'est amusant d'ailleurs parce qu'il n'a pas séparé les banques comme on parlait tout à l'heure. Donc je pense que c'est la première action à faire parce qu'en plus de résoudre la morale actuelle qui est finalement la privatisation des profits, la socialisation des pertes, ça permet de quelque part de recentrer la banque de dépôt sur son vrai rôle historique qui est celui de financer les particuliers et les entreprises et justement de ne pas aller faire de la spéculation. Ça, ce serait les banques d'affaires qui le feront et si elles ont une perte, bah, elles font faillite et c'est leur problème. Donc ça, c'est, je pense, la première chose à faire. Pour ce qui est des services publics, je rejoins entièrement Philippe. Je pense que tout ce qui est monopole naturel doit être un monopole public. Donc, c'est-à-dire, c'est l'électricité, c'est les services d'eau, c'est le gaz, c'est même les autoroutes, c'est les réseaux ferrés avec la SNCF. Tout ceci doit rester public. Après, moi, je suis pas contre le secteur privé, mais je pense que c'est le cadre en fait qui doit rendre le service privé national. Et là-dedans, ce qu'a dit Philippe est très vrai, c'est-à-dire qu'on va avoir ce secteur privé national seulement s'il y a ce protectionnisme intelligent et seulement en fait si on rend la production en France plus intéressante. Et ça, on peut faire toutes les incantations qu'on veut. Ça me fait penser un petit peu à Bruno Le Maire qui est le spécialiste de ça. Je crois que c'est Bruno demande, je demande aux entreprises de faire ça, je demande s'il vous plaît à l'Allemagne de faire ça, je demande pardon. Mais en fait, quand on est aux responsabilités, on impose et on impose normalement, ça ne veut pas dire contraindre, on n'est pas non plus en URSS, mais ça veut dire mettre un cadre économique, législatif qui favorise justement la production, l'investissement en France et c'est tout le défi parce que si on veut réindustrialiser, il y a la problématique de l'énergie, on en a parlé, mais il y a la problématique aussi du coût du travail et le libre-échange total qui est organisé, voulu par l'Union européenne. C'est quand même l'espace économique dans le monde qui a signé le plus d'accords de libre-échange. Donc, c'est celui qui fait le pire. C'est l'espace économique dans le monde qui se protège le moins, qui a en moyenne les droits de douane extérieurs les plus faibles. C'est moins de 3%. Donc, c'est une passoire, en fait. On y rentre absolument comme on veut. Ben, si on veut réindustrialiser, ça se fera au niveau national. Ça se fera évidemment avec ce protectionnisme qui peut être dans certains projets publics, mais ça peut être privé, aidé par l'État. Moi, je suis moins dans cette dogmatique-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est évidemment une nécessité et que ça doit se faire au service de la France et au service des Français, sinon ça ne pourra pas marcher. Très bien, merci pour ces réponses, disons, qui permettent de vous situer un peu sur le spectre politique et d'apporter disons, d'expliquer les réponses du souverainisme économique à ces enjeux-là, surtout dans ces, disons, périodes un peu troublées, voire on va enlever le un peu, on va dire troublé. Donc, est-ce que on va passer du coup à la dernière rubrique de cette émission avec une traditionnelle foire aux questions. Donc, ça risque d'être un petit peu en mode rafale, hein, donc n'hésitez pas à saisir les questions à la volée et de répondre soit rapidement, soit si évidemment ça vous, disons, inspire des développements, je vous en prie, sentez-vous libre. Donc, une première question, c'est de Pantoufle72 qui nous demande qu'en est-il des échéances de remboursement des PGE, donc il me semble que c'est des prêts garantis par l'État, faillite à venir ou bien est-ce qu'on va encore décaler les échéances de remboursement? Ils vont décaler, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que soit ils vont, a priori, et c'est déjà prévu, ils vont décaler les remboursements. Et je pense que de toute façon, se décaler, c'est reculer pour mieux sauter. La situation économique ne va pas s'améliorer et ils vont certainement devoir le passer en don pur et simple. S'ils ne veulent pas une explosion des faillites ou s'ils ne le font pas, il y aura explosion des faillites et donc ça va encore augmenter la dette publique. Donc quoi qu'il arrive, c'est assez mal barré, on pourrait dire. Tout à fait d'accord. Très bien. Eh bien, nouvelle question, c'est toujours du camarade Joulazen qui nous demande comment créer une dette souveraine qui ne dépende pas des marchés financiers. Bon, en fait, on dépend des marchés financiers parce que la Banque de France n'a plus le droit de prêter, en fait, à l'État. Imaginez, on pourra continuer à émettre de la dette, soit vers les particuliers directement, on va faire de la dette comme ça, ou vers les professionnels de l'assurance, et autant que la dette soit cotée dans ce cas-là, donc sur les marchés financiers. Mais pour que les marchés financiers vous tiennent aucunement,
Si la Banque de France peut prêter à l'État au cas où, ça veut dire que les marchés financiers, en fait, vous tiennent pas. S'ils veulent pas vous prêter, ben, ils feront pas d'argent en vous prêtant, mais ils pourront pas vous rançonner ou vous faire du chantage ou n'importe quoi, parce que la Banque de France pourra prêter à ce point-là. Le simple fait qu'elle peut prêter, ça permet de s'affranchir de la contrainte des marchés financiers. Très bien, donc je passe à la question suivante. C'est une question cette fois de Victor Vast qui demande y a-t-il des raisons de s'inquiéter du nouveau PDG d'EDF? Oui, non, mais c'est évidemment, il y a des raisons de s'inquiéter parce que ce monsieur travaillait chez Bank of America Merrill Lynch, qui a participé à l'accord, vous savez, de rachat d'Alstom par l'américain General Electric. Donc Alstom, c'est quand même c'était un des éléments fondamentaux de la souveraineté française, avec évidemment les turbines, que ce soit nucléaire civil ou sous-marin même nucléaire. Donc c'était un crime contre l'indépendance de la France que de faire ça, crime perpétré par Emmanuel Macron, mais il y a eu tout un tas de complices, dont ce monsieur. Donc forcément, quand on a quelqu'un comme ça qui est prêt à trahir les intérêts de la France, on n'est pas rassuré quand on le voit à la tête d'EDF, et peut-être que ce monsieur est mis là justement pour participer au dépeçage d'EDF, parce que vous savez que c'est un projet qui est porté là aussi par la Commission européenne, de séparer complètement la production, la distribution, etc. Au niveau d'Air France, même de saucissonner, d'Air France, pardon, de lapsus, d'EDF, et de saucissonner complètement aussi, des fois selon le type d'énergie et autres l'entreprise. Donc c'est vraiment faire en sorte que EDF disparaisse tel qu'on le connaisse. Peut-être que ce monsieur est mis à la tête d'EDF pour faire cette base de besogne. En tout cas, ça ne m'étonnerait évidemment pas de la part de Macron et des macronistes, qui sont toujours les premiers dès qu'il s'agit de prendre des actions qui sont contre les intérêts de la France. Et en plus, plutôt que de mettre un financier, on ferait bien de mettre des ingénieurs qui ont une vision à long terme et qui ont une vision d'ingénieur de l'entreprise et une vision de développement, en fait, une vision technique. On n'a pas besoin de financier à la tête de l'entreprise pareil. Très vrai. Je me permets juste de rappeler son patronyme à ce brave monsieur, donc c'est Luc Rémond, si d'aventure nos auditeurs risquent d'en entendre reparler. Donc, une autre question de Victor Bass qui demande que devrait faire l'État pour se préparer à une sortie non planifiée de l'euro si l'Allemagne et les Pays-Bas décident d'en sortir? Sortir de l'euro, en fait, il faudrait qu'il se pose la question, si malheureusement c'est pas nous qui sommes au pouvoir à ce moment-là, enfin le mouvement souverainiste en général est au pouvoir, il faudrait que Macron, etc., travaille sur les plans de sortie de l'euro. Ça n'est pas compliqué, sortir de l'euro, c'est vous fermer les banques le week-end et puis vous changez les comptes en banque. Au lieu d'avoir 1 000 euros sur votre compte, il y aura marqué 1 000 francs. Au lieu d'avoir 1 000 euros de loyer, par exemple, par mois, vous aurez 1 000 francs de loyer par mois. Rien ne change. Vous faites 1 euro égale 1 franc. Vos dettes passent de 30 000 euros à 30 000 francs. Votre épargne de 5 000 euros à 5 000 francs. Vous voyez, rien ne change. Donc, ça n'a rien de complexe de sortir de l'euro. Contrairement à ce qui est dit dans le projet peur classique des tenants du statu quo, comme on avait eu le projet peur pour le Brexit, il y a un projet peur sur la sortie de l'euro, et ça n'a rien de complexe à faire. Entièrement d'accord, et c'est d'autant plus simple en plus que les Allemands avaient voulu un système facilement réversible, et donc les banques centrales nationales subsistent, donc ce qui permettra de relancer encore plus justement le retour aux monnaies nationales de façon encore plus rapide. Et puis je rappelle quand même, effectivement, ce projet de la peur, Philippe a entièrement raison, des éclatements d'union monétaire dans l'histoire du XXe siècle, il y en a eu un paquet, et il n'y a jamais eu... Enfin, ça a toujours pu se faire. Donc maintenant, avec toutes les technologies qu'on a, avec la monnaie scripturale qui est entièrement présente, ça sera beaucoup plus simple techniquement de le faire que ça ne l'a été à l'époque pour toutes ces unions monétaires-là. Donc ceux qui hurlent à l'apocalypse se ridiculiseront exactement comme ceux qui hurlaient à l'apocalypse au niveau du Royaume-Uni et du Brexit. Ça fait 6 ans maintenant qu'ils passent pour des guignols. Et je note d'ailleurs à ce sujet-là que bien évidemment, ils essayent de tout mettre sur le dos du Brexit. Je tiens à préciser, même si je suis un petit peu hors sujet, que les difficultés actuelles du Royaume-Uni n'ont absolument rien à voir avec le Brexit. Ce sont des difficultés d'inflation et de problèmes énergétiques, parce qu'ils ont un mix énergétique qui est très dépendant du gaz, et donc ils se sont pris de plein fouet la hausse du gaz. C'est antérieur au Brexit, ça n'a rien à voir. Il y a la problématique de la création monétaire
de la Bank of England, ça c'est indépendant du Brexit, et ils ont fait dans leur réflexe otanien la même stupidité des sanctions contre la Russie. Donc en fait, les difficultés actuelles du Royaume-Uni, qui ne sont pas d'ailleurs supérieures à celles de la zone euro d'une manière plus globale, si on regarde les chiffres de croissance et autres, ne sont pas le fait du Brexit. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles-Henri, mais je trouve que en fait, Boris Johnson et tous ces gens, en fait, sont un peu décevants parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose du Brexit. Ils ont plein d'outils à disposition et c'est pour ça que les électeurs populaires ont voté pour eux, pour avoir une réindustrialisation, pour arrêter l'immigration, et ils commencent à revenir dessus. Finalement, ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit en n'en faisant pas quelque chose pour les électeurs. Ils ont les mains libres. Oui. T'as raison, c'est ce que dit Nigel Farage, il a complètement raison là-dessus. Et en plus, le Royaume-Uni, je parlais là des problèmes énergétiques actuels, donc ça c'est le fruit, mais enfin, le Royaume-Uni historiquement a toujours été très atlantiste, donc on n'allait pas s'attendre à une autre position de leur part sur la guerre. Quelque part, ils subissent les choix à la fois de la Russie et des États-Unis, surtout dans cette affaire. Et après, ils subissent aussi, mine de rien, le Royaume-Uni aurait pu mais vraiment partir pleine balle juste après le Brexit. Et ils ont fait des confinements très durs, une politique Covid très dure, qui leur a aussi mis des bâtons dans les roues d'un point de vue économique, alors qu'ils battaient tous les records de chômage au plus bas depuis 1974. Enfin, c'était absolument des chiffres extraordinaires. Et je suis d'accord, ils ne se sont pas servis de tous les outils qu'ils avaient entre leurs mains. Et sur l'immigration, alors qu'ils ont tous les outils pour l'abaisser, ils l'ont plus remplacé pour le moment d'une immigration européenne et une immigration qui est plus des pays du Commonwealth, mais ils l'ont pas fondamentalement réduit. Donc là, effectivement, on peut dire qu'ils trahissent quelque part leurs promesses. Et là, ils ont quelque part aucune excuse parce qu'ils ont tous les outils en main pour pouvoir le faire. Ouais, tout à fait. Alors, de manière très opportuniste, je rappelle à nos auditeurs, en parlant de ces sujets-là, que demain, nous aurons sur la chaîne Twitch du Cercle Aristote, Monsieur Salmon, qui devrait justement revenir sur la démission de la première ministre britannique, la nomination d'un nouveau, et donc qui devrait évidemment aborder en grande partie ces questions-là. Alors, il y a quand même beaucoup de questions, donc je vais vous presser de répondre peut-être un petit peu plus rapidement, quitte à paraître un peu cavalier. On a une question de Stéphane Chamignon qui demande: les USA sont-ils disposés à sacrifier l'euro pour maintenir la prédominance du dollar plus longtemps? Et j'aimerais rajouter à cette question, est-ce que, en termes de prospective, si le dollar n'est plus la devise internationale, à quoi s'expose-t-on? Alors, je réponds vite fait. Donc, ils sont surtout prêts à sacrifier l'économie européenne et donc sacrifier leurs alliés, leurs plus forts alliés, pour essayer de prolonger leur hégémonie. Je caricature un peu, mais c'est ça. Et ça, on voit que c'est une faute stratégique grave. Avec cette guerre en Ukraine, ils prennent un risque de dédollarisation. On le voit, la Chine, la Russie sont en train de se poser des questions. Même ils échangent dans leur propre monnaie. Même l'Arabie Saoudite commence à se poser des questions. Il y a un système financier qui est en train de se mettre en place, dual du dollar. Donc, c'est un risque très clairement pour les États-Unis. Ils prennent des risques assez majeurs sur le sujet. Entièrement d'accord. Et pour répondre aussi très rapidement, en réalité, c'est pas leur objectif de détruire l'euro parce qu'ils ont toujours été partisans, au contraire, de l'euro et de tous les éléments autour de l'Union européenne. Comme personne n'est d'accord, ça leur permet d'avoir une emprise encore plus forte sur l'Europe. Mais si pour se sauver, ça passe par le détruire, ils le font sans aucun état d'âme, comme ils le font à chaque fois avec leurs alliés. Très bien, merci beaucoup. On va prendre une dernière question pour libérer l'antenne. Donc une question, alors là ça va être un petit peu le choix difficile puisque évidemment j'aimerais pouvoir donner la parole à tout le monde. Du coup on va partir, je m'excuse à nos différents membres du chat, donc Anazako au Chili ou Joelsen ou Victor Vast. Je vais prendre la question de Matol 1801 qui nous demande de quoi devons-nous s'inspirer d'un point de vue économique sur le Brexit qui permettra de boucler la boucle. J'ai mal entendu, en fait, ta question, ça grésille. Je crois que il expliquait de quoi on devait s'inspirer au niveau du Royaume-Uni sur le plan économique. C'était la question.
C'est une question qui est très vaste en fait et donc c'est très dur d'y répondre. Ce qu'on a dit, au contraire, on a répondu un peu sur une question précédente, c'est-à-dire que le Royaume-Uni n'a pas profité à plein régime des avantages que lui donne le Brexit. Donc je pense que la France, de toute façon, a sa propre voix à donner. Le Royaume-Uni est quand même un pays, par exemple, sur le plan énergétique, c'est très difficile, donc on n'a pas forcément à s'inspirer d'eux, on n'a pas forcément à s'inspirer d'eux avec leur dépendance aux États-Unis sur le plan militaire. Donc je pense que la France indépendante a sa propre voix au chapitre en fait, et chaque réalité nationale quelque part est différente. Ce dont on doit s'inspirer de ces Britanniques et du peuple britannique, c'est du courage qu'ils ont eu justement de faire ce choix de sortir et de reprendre le contrôle, et surtout finalement c'est même du peuple britannique, même plus que de ses élites, dont on doit s'inspirer, parce que je rappelle quand même que le Brexit, ils n'ont pas voté une fois le Brexit, ils ont voté 3 fois. Ils ont voté oui au référendum. Après, il y a eu tout Theresa May qui a essayé de planter tout cela, et ils ont répondu une nouvelle fois Brexit en mettant en tête aux élections européennes les listes de Nigel Farage du Brexit Party. Donc c'est la deuxième fois qu'ils ont voté le Brexit, et ils l'ont voté une troisième fois quand il y a eu les élections générales en votant pour Boris Johnson, dont le slogan était Get Brexit Done. Donc, grand coup de chapeau surtout, et immense respect pour le peuple britannique pour son choix. Et pour les questions économiques, ça, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous invite à regarder notamment ma chaîne YouTube où je parle beaucoup de ces questions-là si ça vous intéresse, et vous trouverez certainement des réponses. Mais justement, je complète juste en 30 secondes. Effectivement, le peuple britannique, en fait, a fait ce que le peuple français n'est pas capable. Donc, le Rassemblement national a arrêté la souveraineté nationale. Je veux dire, le peuple français aurait dû mettre une énorme claque au Rassemblement national. Or, il l'a laissé plus ou moins au même niveau. Quand le Parti conservateur britannique a fait mine d'arrêter le Brexit, ils se sont pris 9% aux élections européennes. Ils se sont effondrés et ils ont compris qu'ils allaient perdre tous leurs députés aux prochaines élections nationales et donc toute leur base en fait de partis conservateurs s'ils continuaient sur cette voie. Et c'est les électeurs britanniques qui ont remis tout le Parti conservateur sur les rails, qui ont mis Boris Johnson, et vraiment les électeurs français devraient s'en inspirer envers les partis qui se foutent un peu d'eux. Dernière chose, le Brexit, en fait, ça sera beaucoup plus facile pour la France, le Frexit, puisqu'en fait, les Anglais ont essuyé les pots cassés. Ils ont négocié des accords avec l'Union européenne qui peuvent être exactement calqués par la France, répliqués à la France à quelques exceptions près, et l'Union européenne ne peut pas nous refuser les accords qu'ils ont faits au Royaume-Uni, donc ça ira beaucoup plus vite. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.